Une chose est certaine, c'est que le régime de Bachar el-Assad ne tiendra pas. Il y a déjà eu la chute du président Ben Ali en Tunisie, puis celle du président Moubarak en Égypte. On pense alors qu'une vague est en train d'emporter les dictatures arabes, un peu comme les régimes communistes d'Europe de l'Est étaient tombés à la fin des années 80. What's important how the Syrian people look at you, not how you look at yourself. L'essentiel de l'opposition au régime de Bachar el-Assad est une opposition islamiste, c'est celle des frères musulmans. La survie politique de Bachar el-Assad en Syrie est vraiment un cas d'école de la politique. J'en verrai trois. D'abord, son incroyable détermination à se maintenir au pouvoir, quel qu'en soit le prix. Le prix à payer, qu'il a assumé dès le départ, était la destruction de son pays. C'est extrêmement rare qu'un dirigeant politique accepte d'aller jusqu'à la destruction physique de son pays pour se maintenir au pouvoir. Le deuxième point, c'est qu'il a toujours bénéficié d'une base sociale suffisamment nombreuse dans son pays pour se maintenir au pouvoir. Cette base sociale, cette base politique, elle est minoritaire, mais elle est suffisamment nombreuse, suffisamment importante pour lui assurer des soutiens. De quoi est-elle constituée? Évidemment, d'une grande partie de la minorité religieuse dont il est issu, celle des Alaouites, mais également d'autres minorités, les chrétiens par exemple, les chiites, très peu nombreux, mais aussi une partie de la bourgeoisie sunnite qui a passé une alliance de longue date avec le régime. Ces gens ne sont pas forcément tous des grands sympathisants du régime ou des grands adorateurs des méthodes extrêmement sanguinaires de Bachar et de son régime, mais ils préfèrent néanmoins Bachar el-Assad à ses opposants dont ils ont peur, une peur justifiée par l'histoire parce qu'ils ont été opprimés, notamment par la majorité sunnite qu'ils ont en face d'eux. La troisième chose, et ce n'est pas la plus négligeable d'entre elles, c'est qu'il avait une sorte d'assurance-vie à l'extérieur, à l'étranger, et notamment auprès de deux pays qui comptent, l'Iran et la Russie. C'est une forme de garantie pour lui que ces deux pays ne le laisseraient pas tomber quoi qu'il arrive. Donc si l'on cumule les trois, une détermination absolue au prix de la destruction de son pays, une base sociale et politique minoritaire, mais suffisamment nombreuse pour lui garantir son pouvoir, et enfin une assurance-vie auprès de deux puissances prêtes à intervenir pour sauver son régime, eh bien, on voit qu'il avait entre les mains les cartes suffisantes pour parvenir à ses fins. Il faut comprendre que sous ces oppositions politiques, il y a aussi des oppositions sociales. Quels étaient les quartiers insurgés de Damas ou d'Alep? C'était les quartiers pauvres, c'était la banlieue. Il y en a deux. D'abord, son extrême division entre des courants modérés, souvent assez peu influents et souvent, il faut le dire, assez incompétents, et une majorité d'opposants islamistes, radicaux, dont une partie de djihadistes qui ont très vite fait peur à beaucoup de gens à l'international, mais aussi en Syrie. Et enfin, deuxième élément de faiblesse de l'opposition, l'absence d'un soutien déterminé de l'Occident, des Américains, des Européens, des Français notamment, qui n'ont pas été prêts à s'engager militairement contre le régime du président Bachar el-Assad, comme ont pu le faire en face les Iraniens ou les Russes. Donc, tout ça fait le tableau d'une situation de force d'un côté, de faiblesse de l'autre. 10 ans plus tard,
Tous les pronostics ont été déjoués. Bachar el-Assad est toujours au pouvoir, certes dans un pays en ruine, mais au fond, il a gagné cette guerre. Il y a quelques théories disant que Daesh a été aidé par Bachar el-Assad. Ça ressemble un peu à des théories du complot dont je me méfie beaucoup. D'une certaine manière, il est exact que Daesh a sauvé la mise de Bachar. La réalité, c'est qu'à partir de l'émergence en 2014 de Daesh en Irak, puis son installation en Syrie, pour les Occidentaux, les Américains, mais les Français beaucoup, Daesh est devenu l'ennemi prioritaire, l'ennemi principal, parce que Daesh commettait des attentats sur le sol français, notamment en 2015. Tout d'un coup, la priorité n'a plus été la même. La priorité a été à l'élimination militaire de l'État islamique en Irak et en Syrie, et les Occidentaux y sont parvenus au prix d'efforts importants, d'une guerre longue, mais guerre victorieuse, puisque le califat, dans sa composante territoriale, a été détruit, même si Daesh reste présent sur le terrain, mais de manière clandestine au sein des populations. La Russie de Poutine n'a pas accepté ce qui s'était passé en Libye en 2011 avec la chute de Kadhafi. N'avait toujours pas digéré à l'époque ce qu'il s'était passé au Kosovo en 1999 lorsque l'OTAN était intervenue contre un allié de la Russie, la Serbie, pour donner l'indépendance à une région du pays. Et Vladimir Poutine et la Russie a voulu une réaffirmation de sa puissance en montrant au passage que l'Occident n'avait plus les clés politiques des problèmes du Moyen-Orient. Le bilan humain, il est assez difficile à établir. En tout cas, il se compte en centaines de milliers de morts, un nombre incalculable de blessés avec des invalides à vie, avec au moins 5 millions de personnes qui ont dû fuir leur pays pour se réfugier à l'étranger, principalement dans les pays voisins, la Turquie, le Liban et la Jordanie, avec une génération entière de jeunes Syriens sacrifiés. Aujourd'hui, la Syrie est dans une impasse. On ne voit absolument aucune solution politique se dessiner. Tout simplement parce que Bachar el-Assad ne veut pas de solution politique. Il y a des discussions sur des réformes constitutionnelles, mais tout le monde sait bien que la situation est bloquée. Sur le terrain, les choses se présentent de manière assez simple. Bachar el-Assad contrôle les 2/3 de son pays. Ça signifie qu'un tiers de son pays lui échappe, notamment dans le nord. Il n'y a pas de reconstruction économique véritablement. L'argent n'afflue pas parce qu'il y a toujours des sanctions américaines. Et puis, qui vraiment a envie d'investir en Syrie? On voit les puissances étrangères, notamment les Occidentaux, ne sont plus très intéressés par cette crise parce qu'ils ont compris qu'ils avaient perdu. Que peut faire l'administration Biden? Pas grand-chose. La priorité des Américains a toujours été l'Irak, qui est le terrain d'affrontement avec l'Iran, et non pas la Syrie. Les réfugiés ne rentreront pas parce qu'ils prendraient trop de risques à revenir dans un pays qu'ils ont fui pour des raisons politiques et humanitaires. Donc le pays va continuer sans doute à rester comme ça dans une situation précaire, sous la férule d'un pouvoir affaibli néanmoins, mais qui reste aux manettes. Mais en même temps, c'était un drame prévisible, et si les Occidentaux n'avaient pas commis autant d'erreurs d'analyse il y a 10 ans, peut-être qu'il y aurait eu d'autres possibilités. Mais aujourd'hui, c'est vraiment trop tard pour imaginer d'autres solutions.